Le 5e chapitre. Liberté et contrôle. L'expansion des limites de la surveillance. Aussi étrange que cela puisse paraître, le problème de la confidentialité et de la surveillance excessive est un problème inventé, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que dans les sociétés humaines, tout est relatif. Le degré de confidentialité dépend d'une certaine norme sociale. Cela varie d'une intimité très préservée à une quasi-absence de celle-ci. C'est donc une tradition, une habitude. Dans la Rome antique, les hommes utilisaient les toilettes ensemble et discutaient entre eux. De nos jours, en Allemagne, les personnes de différents sexes se lavent nues dans les saunas. Avec différents degrés d'intimité, tout change également. Un sentiment de choc n'émerge que face à des changements brutaux. C'est pourquoi considérer que le problème du manque de confidentialité et de surveillance excessive existe de manière objective est une erreur. C'est simplement une fonction de variation. Dans une autre perspective, la préservation de l'intimité et la limitation de la surveillance ne sont pas des objectifs fixes, mais plutôt des aspects de la vie sociale qui évoluent en fonction des mœurs et des attentes de chaque époque. Il est donc essentiel de comprendre que le degré d'intimité n'est pas une question de bien ou de mal, mais une question d'adaptation à un contexte donné. Les dynamiques de l'intimité et de la surveillance sont une question complexe qui mérite une réflexion approfondie, une discussion ouverte et des ajustements continus pour naviguer avec sagesse et sensibilité dans les eaux changeantes des normes sociales. Il s'agit de trouver un équilibre entre le respect de l'intimité individuelle et les nécessités de la vie en communauté, tout en étant conscient des variations inhérentes à chaque époque et culture. La question de la vraie liberté à l'ère de la surveillance numérique est un sujet délicat. Peut-on vraiment se sentir libre lorsque chaque action peut être suivie et enregistrée? La réponse, bien sûr, est non. Mais même auparavant, si on le voulait, on pouvait complètement entourer une personne de surveillance. Le point clé ici est, si on le veut. La plupart des informations qui sont diffusées sur Internet ne sont pas nécessaires pour personne. Dans le pire des cas, elles sont utilisées comme données statistiques, pas pour trouver des compromis sur des individus spécifiques. C'est possible, mais justement, ces individus qui ont quelque chose à cacher sont très prudents sur Internet. Mais que signifie réellement être libre à l'ère numérique? Liberté, dans son sens le plus pur, est le pouvoir de choisir, de penser et d'agir selon ses propres désirs. Cependant, dans un monde où chaque clic, chaque j'aime et chaque partage est analysé et catalogué, ce pouvoir semble s'éroder. Nos choix sont-ils toujours les nôtres, ou sont-ils subtilement guidés par les algorithmes qui analysent nos comportements en ligne? Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes impuissants. Au contraire, nous pouvons choisir d'être conscients de la façon dont nos données sont utilisées. Nous pouvons décider de modifier notre comportement en ligne, d'utiliser des outils qui protègent notre vie privée, et de faire pression pour des lois qui protègent notre droit à la vie privée. La vraie liberté à l'ère de la surveillance numérique n'est pas une question de renoncement, mais de prise de conscience. C'est une question d'adaptation, d'innovation et, plus que tout, d'éducation. Il est crucial que nous comprenions tous à quel point notre vie privée est importante, et que nous apprenions à naviguer dans ce monde numérique de manière sûre et éclairée. Devrions-nous sacrifier une partie de notre liberté pour la sécurité? Faut-il renoncer à certaines libertés pour garantir la sécurité publique et prévenir les crimes? Malheureusement, cela ne donne généralement pas de résultat. Cela ressemble plutôt à une justification pour intensifier le contrôle. Encore une fois, ceux qui ont l'intention de commettre des crimes et des actes de terreur de manière systématique se protègent de la détection. Leurs intentions sont souvent soit orchestrées et provoquées par la police, soit suivies après la commission du crime, soit délibérément dissimulées par le criminel. Nous n'avons aucun moyen de refuser la surveillance. Si nous insistons trop, on nous trompera simplement. On nous dira qu'ils ont cessé de nous surveiller. Mais en réalité, ils ne feront qu'intensifier leur observation. La sécurité est une préoccupation légitime, mais le débat sur la quantité de liberté que nous devons sacrifier pour atteindre un niveau acceptable de sécurité est complexe. Il est important de se rappeler que la liberté et la sécurité ne sont pas nécessairement des concepts mutuellement exclusifs. Il est possible d'avoir une société à la fois libre et sûre. Cela dit, les mesures de sécurité ne devraient pas être utilisées comme prétexte pour éroder les droits de l'homme et les libertés civiles. En fin de compte, il appartient à chaque société de déterminer l'équilibre approprié entre liberté et sécurité. En ce qui concerne la surveillance, nous devrions chercher à développer et à adopter des technologies et des pratiques qui respectent notre droit à la vie privée. De même, il est essentiel de mettre en place des réglementations solides pour empêcher les abus. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous retrouver dans une situation où notre liberté est sacrifiée, sans garantie réelle de sécurité en retour. La liberté ou la confidentialité, quelle est la plus importante dans la société moderne? Comment résoudre le dilemme crucial entre l'aspiration à la liberté et le besoin de confidentialité? La liberté est relative. On peut être non libre et se considérer libre. On peut être, au contraire, effectivement libre, mais ne pas se considérer comme tel. En ce qui concerne la confidentialité, comme nous l'avons dit,
tout dépend aussi des habitudes et des traditions de la société où nous avons été élevés ou avons vécu longtemps. Donc, si vous voulez être libre, sentez-vous libre. C'est tout. Si vous voulez de la confidentialité, ne partagez rien de vous-même avec personne. La liberté et la confidentialité sont toutes deux des concepts subjectifs et peuvent varier grandement d'une personne à l'autre, en fonction de leurs expériences, de leur environnement et de leurs croyances personnelles. En fin de compte, c'est à chaque individu de déterminer ce qui est le plus important pour lui. Cela dit, il est crucial de comprendre que liberté et confidentialité ne sont pas nécessairement des notions opposées. En fait, dans de nombreux cas, elles vont de pair. La liberté d'expression, par exemple, nécessite un certain degré de confidentialité pour être pleinement exercée. De même, le droit à la confidentialité est une composante essentielle de la liberté personnelle. Le choix entre la liberté et la confidentialité n'est pas un choix entre deux absolus. Il s'agit plutôt de trouver le bon équilibre entre ces deux valeurs, en tenant compte à la fois de nos besoins et désirs individuels et des exigences de la société dans laquelle nous vivons. Le tort causé par l'exagération de la question de la confidentialité et de la surveillance excessive est qu'elle perturbe les systèmes de communication. Il nous est plus difficile de nous connecter, de trouver les personnes dont nous avons besoin en ligne, sachant parfaitement que ceux qui nous surveillaient continueront à le faire, simplement de manière plus discrète. Dans ce contexte, la peur de la surveillance peut conduire à une autocensure, à une diminution de l'ouverture et de la spontanéité, et même à une diminution de l'utilisation des technologies de communication. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur la société, notamment en limitant la liberté d'expression et en entravant le développement social et culturel. C'est pourquoi il est important de ne pas exagérer le problème de la surveillance. Il est certain que nous devons rester vigilants face aux abus potentiels de la surveillance, mais nous ne devons pas permettre que ces craintes nous paralysent ou nous empêchent de profiter des avantages que la technologie peut offrir. Au lieu de cela, nous devons chercher des moyens de protéger notre confidentialité tout en continuant à communiquer et à partager des informations. Cela peut impliquer l'utilisation de technologies de cryptage, le renforcement des lois sur la confidentialité, et l'éducation du public sur les risques et les précautions à prendre en matière de surveillance. En fin de compte, la meilleure défense contre la surveillance excessive est une population informée et engagée, qui comprend ses droits et est prête à les défendre. Le tort causé par l'occultation de la question de la confidentialité et de la surveillance excessive réside dans le fait que les autorités font déjà ce qu'elles veulent, et si elles voulaient vraiment, elles pourraient tous nous mettre en prison. Mais ce n'est pas leur objectif. La détention de compromis sur chacun est commode pour les autorités. C'est pourquoi la législation fiscale est généralement fondée sur la déclaration, incitant la majorité à mentir et à éviter les impôts, parfois même sans s'en rendre compte. Les problèmes de confidentialité et de surveillance excessive existent, mais ils ne sont pas un problème isolé. Ils font partie du problème plus large qui est que l'État, au lieu d'être un serviteur et un ami de l'individu, est souvent son exploitant immoral et indifférent, voire son ennemi. Comment en sommes-nous arrivés là, où les structures étatiques, créées par les gens pour les gens, se sont essentiellement retournées contre eux? C'est un paradoxe et une grande tragédie humaine qui détruit les idéaux lumineux mais en partie utopiques de liberté, d'égalité et de fraternité. L'idéal de la démocratie a été détourné, et nous nous retrouvons dans un monde où les outils de protection de la liberté et des droits de l'homme sont utilisés pour justifier leurs restrictions. La surveillance de masse, la collecte de données et l'invasion de la vie privée sont présentés comme des moyens de garantir la sécurité et le bien-être, mais en réalité, elles servent souvent à renforcer le pouvoir des élites et à contrôler la population. Il est donc essentiel de repenser notre relation avec l'État et les institutions de pouvoir, et de réaffirmer l'importance de la vie privée, de la liberté et de la dignité humaine. Seulement alors pourrons-nous commencer à corriger les injustices et à reconstruire une société qui respecte et valorise véritablement chaque individu.